Bonjour à tous, chers étudiants de CS2 et de CE2. Je vous retrouve pour un dernier cours qui va porter sur le désir chez Sartre. Vous avez été quelques-uns à me demander une mise au point sur cet auteur qui n'est pas forcément facile à aborder par le texte qui se trouve dans votre corpus, qui n'est pas évident. Donc je vous fais ce dernier cours, donc je vous rappelle que ça sera le dernier parce que j'ai besoin d'avancer sur les deux autres programmes des montants, donc l'animal pour les étudiants de CS et puis la force de vivre pour les étudiants de Mathsup. Je ne peux pas faire mieux, mais voilà. Et puis vous savez que toutes les semaines, programme de révision plus une petite mise au point sur un sujet qui tombe, ça fait quand même avancer. Et je pense que vous aurez eu plus que les étudiants des années précédentes, même si vous subissez aussi davantage. Alors ce désir chez Sartre, pour l'aborder, j'ai décidé de remonter à sa conception de l'homme, parce qu'on ne peut pas comprendre ce qu'il en est du désir sans analyser la manière dont Sartre présente l'être humain. Il propose une distinction notionnelle qui est très importante, que je vais vous exposer brièvement, qui est la distinction qu'il emprunte d'ailleurs à Hegel, il n'est pas le premier à la formuler, entre l'en-soi et le pour-soi, terme que vous retrouvez dans votre texte du corpus. Alors qu'est-ce que c'est que l'en-soi? L'en-soi va désigner chez Sartre toutes ces réalités qui existent et qui sont ce qu'elles sont et qui ne seront que ce qu'elles sont. Elles existent par essence. La plante est ce qu'elle est. L'animal est ce qu'il est. Il est génétiquement en quelque sorte déterminé par un instinct particulier. Il n'en déviera pas. Alors ce point, on en discutera sans doute l'année prochaine, parce que Sartre n'est pas très novateur quant à sa conception de l'animal. Mais enfin bon, toutes les choses, et il donne l'exemple du coupe-papier par exemple, ou du cendrier, font partie de ce monde de l'en-soi. Pourquoi ? Parce qu'un coupe-papier, il a été créé pour être un coupe-papier. Il n'a pas d'autre fonction et il assure complètement la fonction pour laquelle il a été créé. Pareil pour le cendrier, qui est un des autres exemples que donne Sartre. L'en-soi, c'est donc, si on devait le définir, ce qui est par essence. Ce qui est par essence, c'est-à-dire ce qui est déterminé par une fonction a priori à être ce qu'il est. Les choses ont une essence, nous ne les créons pas pour rien, nous les créons avec une visée particulière. Les choses du monde physique ont une essence. Le livre est livre parce qu'il remplit sa fonction de livre, le coupe-papier est coupe-papier parce qu'il coupe du papier, donc vous voyez qu'il y a bien une fonction a priori, et c'est ce que va désigner l'en-soi. Alors cet en-soi, il est ce qu'il est et il ne lui manque rien. Il assume complètement sa fonction, c'est pour ça que l'en-soi est ce à quoi ou à qui il ne manque rien. C'est très important du point de vue de notre thème, puisque le désir est associé au manque, vous le savez. Donc l'en-soi, c'est ce à quoi il ne manque rien, c'est un être plein, c'est la réalité aboutie. Cet être existe comme il devait exister. Dans ce monde-là, il n'y a pas de possible. La fleur, par exemple, ne peut pas devenir une autre fleur que ce qu'elle doit devenir. L'animal ne va pas possiblement devenir ce qu'il voudrait être, il va être ce qu'il doit être selon les lois de la nature. En revanche, pour l'homme, eh bien l'homme n'est pas homme comme le livre est livre ou comme le coupe-papier est coupe-papier, explique Sartre, puisqu'il est du pour-soi, expression donc qui s'oppose ici, vous le voyez, à l'en-soi. Alors qu'est-ce que c'est que le pour-soi? C'est le fait de ne pas être préalablement, a priori, déterminé à ceci ou à cela. Au fond, l'homme, il a la tâche d'advenir à soi, de devenir. Rien n'est fixé à l'avance. On ne peut pas savoir lorsqu'un être humain naît s'il sera un être passionné ou plutôt raisonnable, s'il sera un être couard ou un être courageux, s'il sera un être aimant ou un être indifférent, on ne sait rien à l'avance et au fond il va se constituer. Vous mesurez peut-être l'emprunt qui est fait ici par Sartre à une thématique très ancienne qui est celle du mythe prométhéen, puisque dans le Protagoras de Platon, il nous était narré l'oubli de l'homme par Épiméthée, la nécessité pour Prométhée de pallier cette déficience, ce manque que nous avions. L'homme avait été fait manquant, alors que les animaux avaient été dotés de capacités pour qu'ils survivent aisément. L'homme avait été le grand oublié de la production du vivant. Et Pic de la Mirandole, qui est un auteur que vous avez pu aborder, soit avec moi, soit avec Sébastien Galland, aborde cette thématique, la revivifie durant la période de la Renaissance, en montrant en effet que l'être humain n'a pas de place déterminée, il n'a pas d'essence déterminée, il peut devenir ce qu'il veut sur l'échelle des êtres, se dégrader et vivre une vie de végétal ou d'animal, ou au contraire s'élever en choisissant une vie héroïque ou une vie divine. C'est à lui de faire ses choix et de sculpter sa propre statue. Sartre donc, vous le voyez, postule ici que l'être humain n'a pas été doté d'une essence fixe
par Dieu, il est manquant, et c'est précisément ce manque d'être qui fait de lui un être désirant. Seuls les êtres humains ont du désir, ni les animaux, ni les plantes, ni même Dieu n'ont du désir. Pourquoi? Parce qu'ils sont ce qu'ils doivent être. Ils sont pleins, leur essence est fixe et statique. Dieu est tout, hein. L'animal est ce qu'il doit être, la plante de même, le rocher de même. Il n'y a que l'être humain qui soit un être un peu singulier dans la mesure où il a tout à devenir. Alors que l'être humain donc voit un champ du possible infini devant lui, eh bien les autres êtres ont réalisé leurs possibilités et sont donc le réel et non le possible. L'être humain va donc pouvoir forger de lui-même son existence, d'où la célèbre expression « l'existence précède l'essence » qu'on trouve dans le petit ouvrage qui est en fait un discours prononcé par Sartre, « L'existentialisme est un humanisme », où l'auteur nous dit qu'il n'y a pas d'essence humaine, il n'y a pas l'homme qui a été dessiné en amont comme peut-être les monothéismes ont voulu nous le suggérer, avec au cœur de ce sujet le péché, etc. Non, l'être humain est un être qui peut devenir absolument tous les possibles, il a une entière liberté, mais ce qu'il décidera de devenir, il en sera aussi entièrement responsable. Cette liberté dont l'homme est gratifié chez Sartre, qui va se constituer par son existence, et non par son essence, puisqu'il n'y en a pas, par son existence, c'est-à-dire par les choix de vie qu'il va faire, par les orientations qu'il va choisir, tout cela lui incombe, il en est l'entier responsable. Ça veut dire qu'il doit éventuellement se justifier de ses choix, bien évidemment, pourquoi il a fait ça, et il les assumera pleinement s'il est un sujet libre. Donc l'homme est défini, vous le voyez, comme un projet. C'est une notion très importante chez Sartre, la notion de projet. Un être humain n'est pas un être achevé, c'est un être en projet qui se bâtit, qui se constitue. Et pour faire le lien avec des choses que vous connaissez sans doute, qui sont les thèses de Simone de Beauvoir, je sais que mes premières années à Joffre les ont abordées avec moi l'an dernier, eh bien Beauvoir nous dit, si on dit de la femme qu'elle a une naissance, par exemple, qui serait de devenir mère un jour, on la prédétermine, alors que précisément, on n'est pas femme, on le devient. Vous reconnaissez la formule d'Erasme détournée ici par Simone de Beauvoir, c'est-à-dire qu'on a toute l'attitude de devenir absolument ce qu'on veut. Or, ce projet de vie que chacun va se choisir, c'est ce qu'on appelle vulgairement un désir. Qu'est-ce que c'est désirer au fond, si ce n'est se projeter? Et en effet, Sartre est un auteur qui a consacré, alors ça c'est des choses que j'ai abordées il y a quelques années, puisqu'on avait eu le thème de l'imagination au programme en ECS et en ECE, il a consacré à ce thème de l'imagination 2 ouvrages, un ouvrage intitulé L'imagination, un autre intitulé L'imaginaire, et c'est une notion très importante dans le système de Sartre. Pourquoi? Parce que précisément, c'est par elle que l'on se projette. Lorsque vous n'avez pas d'essence déterminée, vous allez imaginer ce que pourrait être votre moi, votre personne, ce que vous voudriez être. Et donc vous allez imaginer une espèce de scénario. Alors par exemple, il évoque la possibilité, durant la guerre, de s'imaginer planqué, de s'imaginer à l'arrière, ou de s'imaginer au contraire au combat, et puis de voir quels sont les avantages que j'en tire et les désavantages également. Est-ce que j'ai tout intérêt à collaborer ou à faire du collaborationnisme en douce, ce qui est un petit peu plus discret? Est-ce que je dois m'engager dans la résistance? Vous voyez qu'à chaque fois, il y a des choix qui sont faits et l'individu va, à l'intérieur de ces scénarios qu'il imagine, se déterminer à un moment donné à un choix. Et dans cet ordre des possibles qui est ouvert, il va valoriser l'un ou l'autre de ses choix et s'engager dans un choix de vie. D'où d'ailleurs dans le texte que vous avez au corpus, cette idée que l'ordre du pour soi, et je vous rappelle que l'ordre du pour soi, c'est bien l'ordre de l'existence humaine par opposition à l'existence des objets, enfin à l'essence des objets et des êtres de la nature. Lorsqu'on est dans l'ordre du pour soi, dit Sartre, eh bien on est dans l'ordre des possibles et dans l'ordre des valeurs. Alors pourquoi des possibles? Je pense que vous le mesurez. Tous les possibles sont ouverts face à l'être humain, il peut se déterminer à être ce qu'il a décidé d'être, mais également pour ce qui est de la notion de valeur, eh bien une fois que j'ai imaginé les possibles, j'accorde plus d'importance, donc de valeur, à certains de ces possibles, je me projette davantage dans certains choix de vie plutôt que dans d'autres, et j'y vais après avoir évaluer, donc c'est bien le registre des valeurs, quelle était la vie qui me semblait la plus digne, la plus belle ou la plus en accord avec ce que je voulais être. Donc projet, désir,
valeurs possibles, voilà le champ dans lequel l'être humain s'inscrit. D'où quelques phrases que vous trouvez dans votre manuel. L'homme est fondamentalement désir d'être. Désir d'être, ça veut dire qu'il n'est pas tout à fait accompli comme vous le constatez. S'il était être, il serait en soi. Mais il n'est pas encore être, il a besoin de le devenir, donc il a un désir d'être qui est fondamental en lui. Tous les êtres humains ont ce désir fondamental d'être en eux. Autre phrase, ainsi la réalité humaine du désir est désir d'être en soi. Alors l'introduction de cette notion de l'en soi dans cette phrase peut sembler curieuse, mais lorsque j'ai un désir d'être, eh bien j'ai un désir de passer du pour soi à l'en soi, c'est-à-dire que j'aimerais enfin avoir une identité ou une essence fixe, pouvoir dire voilà ce que je suis, voilà qui je suis. Alors ça sera difficile de le dire avant d'être sur votre lit de mort, qui vous avez été. Sartre nous dit il n'y a qu'à la toute fin de sa vie qu'on peut savoir vraiment qui on est. Donc l'être humain, il est en attente de cette en soi qui serait une essence fixe de lui-même et qui serait définitive. Mais cette essence, nous n'y accéderons qu'à la toute fin de notre vie, lorsque par un regard rétrospectif, nous regarderons notre vie et nous dirons ben voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai choisi et voilà du coup ce que j'ai été. L'être humain donc réalise son désir d'être dans le désir d'être en soi. Alors, cela vaut pour tous les hommes, mais Sartre insiste bien, notamment dans le texte que vous avez dans le corpus, sur le fait que ce n'est pas parce qu'on a tous en tant qu'être humain, c'est notre condition humaine, à nous projeter, à nous réaliser, parce que nous ne sommes pas encore de l'être, eh bien, cela n'est pas parce que c'est notre condition que nous allons tous choisir les mêmes désirs pour cela. Ce désir d'être va se décliner de manière individuelle à travers des choix de vie tout à fait singuliers. C'est pour ça que la liberté est complètement préservée. Ça n'est pas parce que nous avons des éléments liés à notre condition d'être humain, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse avec notre condition d'être humain, que nous n'allons pas pouvoir l'exprimer librement à travers des choix de désirs très différents. Après tout, celui qui a désiré donc être collaborateur n'a pas moins de liberté que celui qui a décidé de s'engager dans la résistance. Les deux hommes ont fait des choix. Alors, on peut les assumer plus ou moins, et on sent bien que le collaborationniste, qui est un petit peu entre les deux, a une position moins tranchée, un peu plus dissimulée, parce qu'il n'assume peut-être pas tout à fait sa tentation de la collaboration. Donc, chacun va exprimer à sa manière ce désir d'être. Et donc l'auteur insiste sur plusieurs expressions qui pointent cette dimension plurielle, individuelle du rapport au désir. On a chacun des manières d'incarner ce désir d'être. Il parle de myriades de désirs. Il dit que le désir d'être se réalise toujours comme désir d'une manière d'être, Donc chacun va avoir sa façon d'être, sa manière d'être. Et il va d'ailleurs nous dire que ce désir d'être se décline à travers 1000 sentiments particuliers. Et il les liste, ces sentiments particuliers, en fait c'est une liste de passions humaines, la jalousie, l'avarice, l'amour, le courage, la lâcheté, l'amour de l'art, etc. Et on aurait pu faire une liste infinie, parce que, en effet, chaque individu, par exemple, ne serait-ce que dans la jalousie, va incarner un type de jalousie un peu différente du voisin. Chacun va incarner à sa façon, de manière empirique, la jalousie à sa façon. Donc vous constatez qu'en gros, l'être humain est traversé, parce qu'il est être humain, par un projet. Ce projet, ça le rend désirant de ce qui lui manque, à savoir d'une essence. Donc l'être qui désire être, et il va incarner ce désir d'être à travers des manières d'être différentes, ce qui singularise l'approche et ce qui permet de justifier qu'il y ait vraiment une liberté individuelle chez Sartre. Pour ce qui est donc de, je reviens à la condition humaine, ce commun désir d'être, il lui donne plusieurs formulations que je trouve assez intéressantes et même étonnantes, notamment celle-ci. L'homme, écrit-il, est l'être qui projette d'être Dieu. On aurait pu dire l'homme désire être Dieu, ça aurait été à peu près la même chose. L'homme est l'être qui projette d'être Dieu. Pourquoi ? Je vous ai dit que l'en soi, ça pouvait être Dieu. C'est l'être plein qui n'a plus de possible
a actualisé, toute la puissance en lui a été actualisée, il est de l'être. En nous, il y a une puissance que nous n'avons pas encore actualisée et que nous actualisons au fur et à mesure que nous avançons dans l'existence en faisant des choix. Donc en effet, l'être humain, c'est un être qui projette d'être Dieu, qui projette d'actualiser tous les possibles. Ça veut dire quoi si on essaie de problématiser un peu par rapport à des sujets que vous pourriez avoir? Ça peut vouloir dire que l'homme est condamné au désir. Vous connaissez sans doute la formule dans l'existentialisme et un humanisme où Sartre nous dit que l'homme est condamné à être libre. La liberté, c'est son fardeau. Il ne peut pas, il est comme Atlas, il porte le monde sur ses épaules. La liberté est son fardeau. Il ne peut pas faire sans. Il est obligé de faire des choix dans la vie. C'est comme ça que l'être humain fonctionne. Si nous sommes condamnés à la liberté, alors nous sommes aussi condamnés au désir. Pourquoi? Parce que le désir, je vous le rappelle, est pensé sous l'angle de la liberté chez Sartre. Il est le moyen par lequel je me projette dans l'avenir. On retrouve presque la définition cartésienne du désir comme projection dans l'avenir. Il est cette manière dont l'homme s'envisage, se projette. Il ne peut pas ne pas se projeter. Il est condamné à désirer être. Il ne peut pas faire l'économie de ce désir-là. Cependant, quoique condamné au désir, c'est-à-dire condamné à être libre, condamné à se projeter et à se réaliser un jour, eh bien à l'intérieur du projet qu'il va se choisir, il est libre. Il est condamné au désir, mais pas à tel désir. Il est condamné au désir, mais une personne par exemple peut avoir vécu pendant très longtemps dans un désir, réaliser que finalement ce désir est néfaste pour elle-même et persister dans ce désir par manque de courage. Mais Sartre est absolument convaincu que parce que tous les possibles sont ouverts à partir du moment où on ose choisir, eh bien cette personne pourrait très très bien prendre la tangente, faire un choix radicalement différent de celui qu'elle a fait jusqu'à présent, changer de vie pour le dire simplement, et reconquérir cette fois pleinement sa liberté. Alors bien évidemment, dire que l'homme est libre, est-ce que ça n'est pas oublier tous les éléments que la sociologie nous a présentés comme étant des déterminismes sociaux, culturels, etc. Bien évidemment que c'est tentant de croire que la sociologie, ou même la psychanalyse, avec cette idée que nous avons un inconscient qui est structuré, etc., inciterait à un fatalisme. Mais pas du tout. Je ne peux pas dire « Ah, c'est pas ma faute si je suis criminel, j'ai des pulsions, c'est pas ma faute si je suis criminel, je suis né dans ce territoire où tout le monde était criminel autour de moi et je le suis devenu comme nécessairement mes ascendances sociales ou culturelles me l'ont imposé. » Ça n'a pas de sens pour Sartre, ce sont des justifications. Cette justification, il lui donne un nom, c'est la mauvaise foi. La mauvaise foi, c'est vraiment cette attitude de l'être qui refuse de choisir et qui n'assume pas la pleine liberté qui est en lui. Donc un homme est libre, même s'il est influencé sociologiquement. Influencé n'est pas déterminé absolument et fatalement. C'est pas parce qu'une influence s'exerce sur moi et que tout autour de moi on désire, je sais pas moi, le dernier iPhone, la dernière marque de fringues à la mode, etc., que je dois moi nécessairement, par une espèce de fatalité externe, m'obliger aux mêmes achats. Je peux bien évidemment faire des choix qui sont radicalement opposés à tout ça. Et donc, ce que nous apprend Sartre, et je trouve ça assez intéressant, c'est que l'être humain se trouve énormément d'excuses pour se dédouaner du poids de la liberté. La liberté est un poids, la liberté, dit-il, est un vertige. Ça fait peur, la liberté. Et ça fait tellement peur qu'on est prêt à tout et à n'importe quoi pour éviter de l'affronter, c'est-à-dire d'affronter les choix et leurs conséquences. Parce que faire un choix en disant, ben voilà, ploum ploum, ça sera toi que je choisirai, ça n'est assumer rien du tout. Non, c'est qu'en te choisissant toi, je dois renoncer à tous les autres, donc il faut que je sois bien sûr qu'en te choisissant toi, je ne fais pas une erreur. Je m'engage peut-être pour une relation qui va durer avec toi parce que c'est toi que j'ai choisi, ça m'engage et tous les effets, toutes les conséquences de mon choix vont forcément à un moment donné me tomber dessus et il faudra que j'assume. Et c'est cette responsabilité très lourde à porter que les hommes fuient. Et comment le font-ils? En considérant que le désir, ça vient pas d'eux, que le désir, c'est une altérité, une puissance extérieure qui les prend comme une passion fatale qui les prend et fait d'eux des jouets, fait d'eux des objets. Autrement dit, l'une des expressions de la mauvaise foi chez l'être humain, c'est sa représentation aliénante du désir. Si vous dites, je vais développer un peu ce point, si vous dites, voilà, j'ai des désirs qui m'aliènent, j'ai un désir qui me détermine à agir, c'est pas ma faute, hein, c'est un désir qui agit en moi
me fait souffrir, m'incite au crime, me ballotte de ceci à cela, me tiraille, m'oriente, me guide, eh bien, vous allez vous-même vous poser comme une chose, ballottée aux quatre vents. Vous n'êtes plus sujet, vous vous êtes posé en objet qui serait manipulé comme un pantin, par un marionnettiste qui serait le désir. C'est-à-dire qu'on va accorder au désir une espèce d'existence séparée. Le désir, c'est pas de moi qu'il vient, il me prend. Il me prend et je le subis. Ce discours de déresponsabilisation, il est très fréquent lorsque on n'assume pas ses choix. Prenons quelques exemples un peu concrets. Vous êtes dans une société de consommation et vous consommez les mêmes objets que vos contemporains et vous trouvez des excuses. Oui, non, c'est parce qu'il y avait une publicité alléchante, ou c'est parce qu'il y a une telle pression sociale. Qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas toujours dire non à ses enfants, aux caprices de ses enfants. C'est-à-dire qu'on va toujours se trouver des raisons justifiant de satisfaire des désirs qui au fond ne sont pas vraiment les nôtres, mais qu'on représente comme étant venant de l'extérieur une pression, c'est-à-dire le désir aliénant par excellence. Si on pousse cette logique jusqu'au bout, ça donne le théâtre tragique qui vous présente des êtres passionnés qui sont pris par la passion, une passion qui est pensée comme une espèce d'extériorité. Donc le marionnettiste prenant un sujet humain, en faisant un pantin et le manipulant à droite et à gauche, c'est Oedipe pris par la destinée. Eh bien, Sartre nous dit que l'existentialisme ne croit pas du tout à cette puissance du désir ou à cette puissance de la passion. Je voudrais vous donner quelques formules très explicites sur ce thème. Voici ce qu'il écrit. L'existentialisme ne croit pas à la puissance de la passion. Il ne pensera jamais qu'une belle passion est un torrent dévastateur qui conduit fatalement l'homme à certains actes et qui par conséquent est une excuse. Il pense que l'homme est responsable de sa passion. Alors ce texte, bien sûr, qui est un extrait de L'être et le néant, qui porte sur la passion, on pourrait complètement l'appliquer au désir et ça fonctionne très très bien et c'est juste. C'est-à-dire que si tu commences à dire de ton désir « j'ai été emporté par la puissance de mon désir, ça n'est pas moi, c'est un torrent dévastateur qui m'a conduit à fatalement faire ceci ou cela », tu te cherches des excuses. Donc chaque homme est responsable de ses désirs. Le désir n'a pas une telle puissance qu'il détermine complètement l'existence de l'être humain. Un désir ne peut pas nous balloter. Pourquoi? Parce que précisément ce désir, il vient de nous. Donc ce désir, nous pouvons le maîtriser à nouveau, le réorienter, peut-être même le faire taire. Il y a chez Sartre cette idée d'une maîtrise possible du désir et qui est un acte courageux, beaucoup plus courageux que de se laisser aller à la puissance présumée du désir. Donc, pas de passion, pas de désir au sens de l'aliénation. Nous pouvons donc à chaque instant en tant qu'homme choisir de modifier l'objet de notre désir, de modifier notre désir. Voilà, jusqu'à présent j'ai manifesté de la jalousie, je comprends que c'est un pis-aller, que je fonce droit dans le mur. Je vais réorienter ma manière d'aimer. J'ai encore la possibilité de changer. Donc il y a vraiment une foi de Sartre dans la capacité de l'homme à modifier son comportement et à changer, donc éventuellement à transformer son désir. Ça peut être également la transformation de mon rapport au désir. Jusqu'à présent, je voulais que mon désir soit de l'ordre de la satisfaction, du plaisir, de la jouissance. Peut-être que je réalise que ce n'est pas forcément ce qui me convient le mieux et je vais, parce que je suis libre, réorienter mon désir. Autre possibilité, donc on a vu qu'on pouvait changer de désir, changer d'objet du désir, changer son rapport au désir. Eh bien peut-être que je peux aussi, lorsque j'ai un désir, l'assumer. C'est-à-dire au lieu de me trouver des excuses, je suis devant mon frigo en permanence à picorer, au lieu de dire qu'est-ce que tu veux, c'est pas ma faute, j'ai un désir insatiable ou j'ai des problèmes hormonaux ou je ne sais quoi, et dire j'aime manger. Voilà, j'aime manger, j'assume, et j'en assume les conséquences, c'est-à-dire j'assume tous les effets du fait que je mange, je sais pas, l'augmentation de mon poids, etc. Et vous avez des individus comme ça qui peut-être n'ont pas fait les mêmes choix que vous, mais ont cette grandeur de les assumer finalement. Au fond, qu'est-ce qui est en jeu? La responsabilité, là aussi. Un individu qui ne se défausse pas et qui dit « voilà quel est mon désir, il est singulier et je le défends », il fait exactement le contraire des héros tragiques grecs qui étaient ballottés par le destin. Ils disent « voilà ce que je suis, je l'assume pleinement ».
Donc comportement de responsabilisation, tu es criminel, tu vas pas dire c'est pas ma faute, c'est parce que j'ai vécu dans une cité où je ne sais quel cliché, mais tu vas dire voilà, j'ai aussi fait le choix de la criminalité. Pour autant, c'est vrai qu'on pourrait dire, mais beaucoup d'individus disent mais j'ai pas choisi, j'ai pas choisi. Or, Sartre nous dit pas choisir, c'est encore choisir. Pas choisir, c'est encore choisir, c'est-à-dire que dans le non-choix, il y a déjà une complicité avec la pente qu'on a finalement choisie indirectement. Tu pouvais lutter, tu ne l'as pas fait. Tu es complice de ta passivité. Et si tu t'es fait embrigader dans des actions que tu n'assumes pas, tu t'es laissé embrigader, c'est-à-dire que tu as abandonné ton pouvoir d'action et tu as laissé faire un autre qui a décidé à ta place. C'est le fameux exemple de la jeune femme qui a envie d'une relation avec le jeune homme qui est à côté d'elle à une terrasse de café et qui dépose délicatement sa main sur la coudoir de la chaise parce qu'elle ne veut pas passer pour une vierge effarouchée, elle a envie de cette relation, mais elle ne veut pas montrer trop non plus son côté entreprenant, parce qu'on la prendrait pour une fille facile. Donc elle est dans cet entre-deux, alors elle dépose sa main et puis elle laisse l'autre agir ou pas. Alors soit elle va se prendre un grand vent parce que cette main, il ne la prendra pas, soit il va avoir le courage qu'elle n'a pas eu et il va lui prendre cette main. Donc vous voyez l'attitude de j'ai des désirs et je les assume, je prends ta main parce qu'en effet j'ai envie d'une relation avec toi, mais face à cet homme qui aurait ce courage-là, une femme qui est indécise et qui finalement va se laisser happer par la décision de l'autre. Et beaucoup d'individus sont happés par les désirs d'autrui, ce qui est en effet une perte de liberté et le fait de ne pas du tout assumer sa pleine responsabilité d'homme. Alors, on est toujours libre de désirer ou de ne pas désirer, hein, on a encore une maîtrise réelle et il ne sert à rien de se réfugier derrière l'excuse de la force irrépressible du désir parce qu'on pouvait toujours ne pas céder, on pouvait ne pas tomber dans la mauvaise foi, ne serait-ce par exemple qu'en assumant son choix de ne pas choisir par exemple. Alors, petite remarque sur l'une des manifestations de cette mauvaise foi. L'une des manifestations de cette mauvaise foi, ça va être de désirer en papillonnant, de désirer une chose puis une autre. Parce que lorsqu'on désire en papillonnant, eh bien on désire sans s'engager, sans assumer les pleines responsabilités que le désir en général engage à suivre. Je pense notamment à ce texte d'Épictète que je vous avais distribué, où on voyait un homme qui, décidant de devenir vainqueur au JO, assumait pleinement d'avoir à bouffer du sable, à obéir à son entraîneur, à manger à heure fixe, d'aimer peu engageant, etc. Donc cet individu, il fait un choix qui l'engage, et c'est vrai qu'il assume complètement les tenants et aboutissants, disait le texte, de son choix. Eh bien, celui qui va papillonner, il fait tout le contraire. Le papillonnage est l'une des expressions de la mauvaise foi chez Sartre. Autre exemple qui me semble intéressant et qu'il donne à ce sujet, alors là, il y a le petit chat qui vient. Donc, j'ai perdu le fil. Oui, autre chose qu'il aborde, c'est le fait que dans notre vie, nous pouvons choisir un désir pour nous défausser d'un désir plus impérieux. Je vous donne un exemple qui est développé par Sartre. Lorsque un individu, par exemple, dit moi, j'ai un désir d'art, j'ai un désir de littérature, et donc se plonge pendant des heures et des heures dans l'intimité de sa chambre pour lire et pour étudier, est-ce qu'il ne cache pas une incapacité à agir concrètement dans la vie réelle, par exemple dans des actions politiques, dans des actions sociales, associatives, etc. Souvent, un désir cache une lâcheté face à un désir plus ample qui nous engagerait vraiment. Ce sont quasi des désirs où on s'autorise à se désengager. Hein, le goût de la littérature, le désir d'art, oh oui, moi je suis au-dessus des choses politiques parce que moi je plane dans les hautes sphères de l'art, certes, mais du coup politiquement, tu subis les décisions qui sont prises par d'autres et qui ont eu le courage que tu n'as pas eu. Exemple qu'il donne également, le désir de solitude, ces gens qui disent oui, non mais moi j'ai envie d'être seul, alors qu'au fond d'eux, ils ont une forme d'incapacité à aller vers l'autre, d'entrer en dialogue avec l'autre, donc ils se replient derrière un faux désir, c'est un faux désir, qui est assumé comme tel, mais qui est en réalité quelque chose qui cache l'arbre, qui cache la forêt. Donc vous voyez que parmi les désirs, on peut en effet être dans ce qu'il appelle la facticité, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la vérité de soi, on est dans quelque chose de factice.
Autre exemple qui moi, m'interpelle et qu'on trouve beaucoup chez les penseurs modernes de l'hyperactivité, je pense à Pascal Bruckner dans sa réflexion sur le temps, etc. C'est les gens qui organisent leurs vacances de telle sorte que la journée de vacances, elle est encore plus chargée que la journée habituelle de boulot. Donc il y a un emploi du temps de ministre pour la journée de vacances. On arrive d'ailleurs de ces journées de vacances complètement épuisées avant d'entrer au travail. Pourquoi? Parce que la pure liberté du temps libre nous fait peur. La liberté, ça fait peur. C'est vraiment la leçon à retenir de Sartre, c'est que le désir au sens libre nous fait tellement peur qu'on se réfugie derrière des stratégies de fuite, mauvaise foi, désir qui cache la réalité de notre désarroi. Je m'invente des désirs parce que je ne veux pas affronter la réalité de ce qui va mal. Vous avez par exemple, sans doute, parmi les gens qui ont une vie sociale sur Internet, qui sont des stars du web, peut-être un écart entre la représentation idéalisée que ces personnes donnent sur le web, toujours belles, maquillées, au taquet, etc. Et puis la réalité d'une vie qui est quand même la leur et qui est la vie réelle, et qui peut être, je sais pas, un chômage mal vécu, une vie familiale désastreuse ou affective défaillante, enfin voilà. Donc il y aurait vraiment ce décalé entre les désirs assumés mais qui finalement sont de faux désirs et la réalité du désir. Alors je finirai ce cours sur un axe qui est un petit peu différent et qui est l'analyse que fait Sartre du désir sexuel, du désir amoureux. En effet, lorsque Sartre parle du désir en général dans L'être et le néant, mais aussi dans la littérature, puisque c'est aussi un auteur de littérature, de théâtre notamment et d'autobiographie, eh bien lorsqu'il parle du désir, c'est souvent au sens du désir amoureux, du désir sexuel, qui lui semble déroutant à maint égard, et on va voir pourquoi. Alors, d'abord, il nous dit que dans le désir sexuel, on a l'impression, ça n'est qu'une impression, ça n'est qu'une semblance, que ce qu'on cherche, c'est sa satisfaction, et que sa satisfaction suppose sa disparition. Lorsque vous avez une excitation sensuelle, elle disparaît dans le plaisir, dans l'orgasme. Donc, le désir est mort, le désir a recherché sa propre disparition. Est-ce que c'est bien la visée du désir sexuel, se demande Sartre. Et pour lui, c'est beaucoup plus complexe, et c'est à travers cette analyse du désir sensuel qu'il va pouvoir aboutir à une analyse plus globale du désir en général. C'est-à-dire que le désir sexuel ici est l'un des exemples particuliers qui nous en apprend sur la loi générale du désir. En l'occurrence, pour lui, il lui semble que le désir sexuel vise non pas simplement sa disparition dans la satisfaction, dans la jouissance ou l'orgasme, mais surtout à se renouveler. Si on vous disait là, l'orgasme que tu es en train de prendre, c'est ton dernier, c'est fini, ça vous la couperait net. Bon, donc ce qu'on veut, c'est renouveler le désir. Ça veut dire que le désir n'a pas pour véritable objet sa satisfaction. Voilà ce qu'on peut en déduire de manière générique. En effet, il ne s'agit absolument pas de trouver les moyens susceptibles de nous satisfaire et donc de faire disparaître le désir. D'où cette formule, extraite de L'être et le néant. Il serait, écrit-il, tout à fait inexact de dire que le désir est désir de possession physique de l'objet désiré. Donc ça n'est pas un désir de possession physique. Faire l'amour avec quelqu'un, ça ne veut pas dire vouloir posséder physiquement l'autre. Ça n'est même pas, dit-il, une visée d'accouplement et de coït, puisqu'il y a des enfants et des adolescents qui ont un désir, et ce désir-là ne connaît pas encore la réalité de sa satisfaction. C'est pas quelqu'un qui se dit « oh, c'était bien l'orgasme que j'ai eu il y a 2 semaines et j'ai envie d'en avoir un à nouveau », puisqu'ils n'ont jamais connu ce plaisir-là, donc ils désirent sans connaître ce que sera la satisfaction de ce désir. Donc on est dans quelque chose de beaucoup plus imaginaire, et le désir sexuel va nous apprendre quelque chose d'une tendance générale des hommes, c'est que ce que cherchent les hommes, nous explique Sartre, et c'est vraiment l'une des clés de son théâtre notamment, c'est entrer en contact avec autrui. Non pas entrer en contact avec autrui en prenant autrui comme un objet, mais rencontrer véritablement un sujet. Et qu'est-ce que c'est qu'un sujet? C'est un être doté, lui aussi, comme vous, de liberté. Ce que l'être humain recherche, c'est de rencontrer face à lui-même un être qui est autant doté de liberté qu'il l'est lui-même. Alors, bien évidemment, nous entrons en relation avec d'autres choses. Nous sommes en relation avec des bêtes, des plantes, des animaux, des objets,
ces objets, ces plantes, ces animaux n'ont pas la liberté que nous recherchons. C'est pour ça que nous avons besoin d'entrer en relation avec des êtres humains. On ne fait pas l'amour à une femme comme on boit un verre d'eau lorsqu'on a soif. On ne le fait pas par besoin. L'animal va boire lorsqu'il a soif. L'amour que l'on fait avec une femme est gratuit. Ça n'est pas un besoin qui nous y pousse. C'est pour cela que le besoin est du côté de la nécessité et le désir du côté de la liberté. Un individu veut entrer en relation avec un être libre. C'est pour cela aussi que le godemiché, qui n'est qu'un objet qui peut certes faire jouir, n'est pas ce que nous recherchons. Nous voulons davantage, nous voulons rencontrer un sujet qui a, comme nous, la liberté, les possibles, les valeurs, c'est-à-dire tous ces éléments qu'on avait rattachés au pour soi. Donc si le désir ne cherche pas sa suppression, si ça n'est pas ce qu'il vise, que vise-t-il exactement? Vous avez rencontré Minette, le cours sur l'animal peut commencer. Donc si il ne cherche pas sa suppression, qu'est-ce qu'il cherche? L'auteur nous dit, alors je vais vous donner une phrase qui est un petit peu longue, vous la retrouverez dans la part écrite de ce cours. Le désir ne pouvant donc ni poser sa suppression comme sa fin suprême. Voilà, la fin suprême du désir, c'est pas la suppression, ça n'est pas ça. Si, excusez-moi, j'ai perdu ma ligne, ni élire pour but ultime un acte particulier, le désir est purement et simplement désir d'un être transcendant. Le désir est purement et simplement désir d'un être transcendant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que je recherche, ça n'est pas l'immanence de l'objet, de l'être là, de la nature. Ce que je recherche, c'est un être libre. Voilà ce qu'il appelle ici transcendance. Ce n'est pas Dieu, chez Sartre, la transcendance, c'est le fait d'avoir une liberté radicale de choix. Donc ce que désirent ardemment les êtres humains, voici ce que c'est entrer en relation avec d'autres êtres humains libres. Et on comprend mieux ici, à mon avis, la relation d'amour libre qu'il a entretenue avec Simone de Beauvoir. On n'attend pas de satisfaction, on n'attend pas la mort du désir ici. On pourrait synthétiser en disant qu'un être humain, c'est foncièrement un être qui désire devenir, qui désire pour devenir, qui désire l'en soi et qui va épanouir ce désir en rencontrant des êtres qui, comme lui, désirent devenir. Au fond, l'amour, c'est se mettre ensemble dans un même projet, un même désir d'avenir. Excusez-moi pour cette expression qui fait un peu politique quand même. Lorsqu'un humain désire un humain, il le désire désirant. Il n'a pas envie d'être face à un objet ou d'être face à un cliché fixe, la bimbo. Non, il veut un être audacieux, plein de surprises, c'est-à-dire de possibles, parce qu'il veut que cet être soit libre. Si cet être lui-même s'est enfermé dans une image figée de soi, à savoir un cliché, le beau gosse, le gentleman farmer, je ne sais quoi, eh bien, ça n'est pas désirable parce que cet être a ôté une part de sa liberté. Il est entré lui-même dans une espèce de case, de cliché de lui-même, et c'est tout à fait ce qu'on retrouve notamment dans Huis clos, où chaque personnage correspond à un stéréotype, le lâche, la femme adultère, voilà, on entre dans des clichés de l'être humain et ça n'est pas désirable. Le héros courageux, le menteur, la lesbienne, l'homme adultère, tout ça c'est des clichés. Nous avons besoin d'entrer en relation avec la liberté radicale d'un être qui nous offre d'ailleurs son amour parce qu'il est libre. Raison pour laquelle, et je finirai là-dessus, Sartre s'en prend à Sade et aux violeurs, il les met à peu près dans le même lot, pour des raisons différentes, mais enfin, ils appartiennent tous les deux, le violeur et Sade, à ces êtres qui n'ont rien compris au désir et sont en train de le bousiller, de le détruire, de le nier. Ce sont des négateurs du désir. Pourquoi? Parce que lorsque vous entrez en relation avec cet autre libre, vous acceptez sa liberté. Or, dans la relation du violeur à la personne violée, il s'agit d'ôter la liberté à l'autre. L'individu se donne l'illusion qu'il a de la puissance en exerçant son pouvoir sur l'autre et en lui ôtant sa capacité de librement choisir cette relation, de consentir à cette relation en la forçant. Alors ça peut être la relation tarifée de la prostitution également, puisqu'on sent bien que cette personne qui est face à vous, elle ne fait cet acte que parce que des contraintes économiques sans doute l'y poussent, même si elle est en effet
complice, elle reste libre dans le choix qu'elle a fait, ça reste un choix de non-choix, mais enfin ça reste un choix au sens sartrien du terme. Ça peut être bien évidemment donc également la relation sadienne. Pourquoi? Parce que lorsqu'on lit du Sade, on est assez frappé par la part de contraintes exercées sur le partenaire sexuel, de torture, de souffrance. On le limite dans sa capacité de liberté, et c'est ça d'ailleurs qui fait jouir le personnage sadien, c'est doter de la liberté à l'autre. Alors cet être se trompe bien évidemment sur ce qu'est la nature même du désir, parce que l'individu ne se livre pas en toute liberté à lui. C'est un individu qui est devenu un objet et qui va se soumettre et qui va donner l'illusion d'une puissance. Mais ça n'est qu'une illusion de puissance, puisque un être, par exemple, qui est violé a tendance, on appelle ça la dissociation en psychanalyse, à séparer mentalement ce corps qui en effet est pris par le violeur et sa chose, et puis mon âme, tu ne me prendras pas mon âme, je résiste de toute mon âme, c'est-à-dire qu'on ne donne pas tout. À cet être qui voulait rencontrer un autre, eh bien il n'a rencontré qu'un objet, il l'a lui-même fait objet. Forcer l'autre, c'est échouer dans le désir de rencontrer une liberté radicale. Je veux faire reconnaître ma liberté, mais je le fais mal. Vous reconnaissez d'ailleurs dans cette idée d'une rencontre de deux libertés un thème qui est d'influence hegelienne. En effet, Hegel est un des auteurs que lit beaucoup Sartre, il lui emprunte, on l'a vu tout à l'heure, les distinctions de l'en-soi et du pour-soi, mais pas seulement. Tout ce qui évoque la position du maître, vous vous souvenez de ce maître qui jouissait de l'esclavage de l'esclave, lui imposait de faire pour lui, etc., mille et une actions, n'a pas obtenu satisfaction, n'a pas obtenu sa liberté, ne serait-ce que parce qu'il n'a pas été reconnu comme homme par un homme, mais seulement par un animal ou un objet, en tout cas un esclave. Pour qu'il y ait véritablement réussite du désir, il faut que l'autre se donne, s'offre en toute liberté. Et c'est ça qui fait la grande singularité du désir chez Sartre, c'est un désir libre. Voilà, je m'arrête là, je vous remercie de votre attention et bonne écoute. Au revoir.